Là, on met la barre là où il faut. Ouais. Laisse-moi te montrer exactement comment il faut. On met juste tes bras là. Ouais. On va pousser à 3. Ouais. Et après, tu peux descendre. Vas-y, pousse. 2. Pousse. Là. Ouais. Là-bas. Vas-y. Vas-y. Fais doucement. Voilà, pousse. Vous avez? Voilà, c'est bon. Mais une semaine imagine une table, c'est comme l'équipe. Le sport c'est important les gars. Vous avez capté le thème de l'épisode aujourd'hui, sport. On est avec le coach. Stéphane, comment ça va frérot? Là, mon gars. Tout le monde? Calme? Ah, mais en tout cas déjà pour commencer, merci d'avoir accepté notre invitation dans ton lieu de travail, ta salle de sport. Donc voilà les gars, là on est dans le sport, d'accord? On va discuter, on va parler. On va faire un petit peu, je vais souffler un peu là, faut que j'aille boire de l'eau. Et voilà, c'est parti hein. Mais une semaine imagine une table. N'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, c'est important. On y va. Bon l'équipe, on se retrouve, d'accord? Là c'est bon, j'ai poussé avec le coach, c'est important. Stéphane, comment vas-tu? Là, mon gars. Ça va bien? Déjà, ça fait plaisir de te voir. Hein. Même moi, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. tant que ça, mais c'est vrai, c'est toujours plaisir de te voir. En tout cas, bah, écoute Stéphane, tu vas nous raconter ton parcours. Je tenais vraiment à faire l'épisode avec toi parce que déjà, tu es un ancien London, tu as de l'expérience, tu as du vécu, tu as rêvé beaucoup de choses de mon savoir, tu vois. Et maintenant, tu veux encore découvrir d'autres choses, tu vois. Et pour commencer, ma première question, Stéphane, il vient d'où? Et Stéphane, il est comment? Moi, je viens du 77, de Torcy. Maintenant, l'histoire, elle a commencé en 2013 ici. On va revenir après. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est Stéphane Petit il était comment? Là, on va commencer par l'enfance, tu vois. On va aller petit à petit, tu vois. Stéphane Petit était comment? Moi, j'ai jamais été un gars qui, à l'école, a été assidu. Hein. Ça a toujours été les bavardages, etc. Mais après, voilà, sans faire trop de bêtises non plus, tu vois. Mais voilà, jamais quelqu'un qui a été à fond de l'école. Moi, dès le début, si c'est pas à la naissance, ça a été le foot directement. Ça vient de la famille en gros. Ça vient de la famille. Les frères ils ont joué. Mon père il a joué au Bled, au Congo. Mon oncle aussi pareil. Ils étaient professionnels là-bas. Donc ça a commencé comme ça. Moi dans ma tête c'était le foot. Famille de sportif quoi. Donc du coup déjà toi tu étais déjà bridé dans le sport déjà. C'était ça. D'accord. Donc je vois pas, si je te demande qu'est-ce que tu voulais faire petit, c'était quoi? Footballeur. Footballeur classique. Ok. Et déjà, est-ce que petit, tu te voyais déjà quitter la France? Moi j'ai toujours été attiré par ce côté anglais, mais plus américain. D'accord. Les States. Les States, ça a été mon grand frère spécialement. Il mettait dans la musique. Son artiste préféré c'était Tupac. D'accord. Tout ce qu'on écoutait c'était du rap américain, etc. Après les films américains, les séries américaines, pareil. Et ça m'a attiré, tout ça, ça m'a attiré. Et puis au final, ça m'a amené ici. Tu es déjà branché dans le côté anglophone quoi. Exactement. D'accord, je vois. Et ton parcours scolaire? Parcours scolaire, ça a fait après le collège BEP compta, ensuite bac pro compta, ensuite l'université. J'ai fait STAPS, 2 ans de STAPS, et ensuite j'ai arrêté parce que c'est là que j'ai trouvé mon club en fait. D'accord, ok. Ton club de foot? Club de foot donc de la région parisienne. J'ai dû déménager dans la région centre, là où je suis parti jouer en CFA pendant 3 ans. Ok, c'est quoi le nom du club? Romorantin. Et là, on va dire, tu commences à vivre du foot ou? Ouais, ça a été déjà en senior. Moi, je suis parti très tard quand même. Je suis parti à 21 ans. Donc ça, c'était 2010. Je suis parti de Torcy, de l'US Torcy, là où je jouais. J'étais déjà en senior. Et voilà, j'ai été repéré par Sedan à l'époque. J'avais fait les essais à Sedan. Et ils m'ont jugé bon, mais trop court pour la Ligue 2 à l'époque. Donc ils m'ont envoyé faire des essais à Romorantin pour voir après comment allait être mon évolution. Et au final, on a pu entendre parler de Sedan, mais je suis resté à Romorantin. D'accord, ok.
Là, c'était CFA ou CFA2? C'était CFA à l'époque. C'était CFA, d'accord, d'accord. Et du coup, donc là, ton objectif, clairement, c'est que foot. Il n'y a rien d'autre. C'est foot, c'est foot. En région parisienne, j'avais. Voilà, il y a les amis, il y a la famille, tout ça. Mais au bout d'un moment, je suis arrivé à la conclusion que si je veux faire quelque chose dans le foot, ça ne sera pas en région parisienne. Donc j'avais le choix entre Villemomble à l'époque, pareil, ils étaient en CFA ou CFA2, je ne sais plus, et Romorantin. Et c'est là que j'ai décidé d'aller à Romorantin. Et là, on est en quelle année à peu près? Là, on est en 2010. D'accord, on est en 2010, 21 ans. Tu joues en CFA, c'est déjà pas mal déjà. Ouais. 21 ans en CFA, et du coup, tu joues 3 ans là-bas? Trois saisons là-bas, après c'est pas 3 saisons pleines, ça a été compliqué parce que moi je suis passé dans la. C'était DSR ou DHR? À l'époque DHR à Torcy pour aller monter en CFA entre 4-5 divisions d'écart. DHR pour situer, c'est R3. Ouais, R3 maintenant. Ouais, je pense. Ah, franchement, ça a changé. Hein. Ouais, R1, R2, je comprends bien, mais là, c'est compliqué. En tout cas, les anciens vont comprendre DHR, mais pour la nouvelle génération, voilà. c'est R3. Donc tu passes de R3 à N2 du coup. N2, voilà. Ouais, N2 maintenant. Voilà. 3 saisons, comme tu dis, un peu. Ouais, ça a été mitigé, ça a été compliqué. Tu vois, il y a des gens qui sortaient du club pro, et moi, je sors du club amateur, donc il faut que je me tape. Même si on est à ce moment-là au même niveau, mais eux, ils sortent d'en haut, moi, je sors d'en bas, donc. Ça a été l'histoire de ma vie, il faut se taper et il ne faut pas lâcher. Ça a été un combat mental plus que physique. Physique, il y a la capacité, mais mental, c'est là où ça travaille. D'accord, je vois. Et du coup, après ce club-là, qu'est-ce qui se passe? 3 saisons là-bas, et puis la dernière saison, je n'ai pas été renouvelé. Et je me rappelle, on avait un joueur qui était avec nous à l'époque. Après, il est parti jouer en Écosse. Il a fait 2 ans là-bas, ensuite il est parti jouer à Brentford et il était venu nous voir juste un petit week-end. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai entendu que j'étais pas renouvelé. J'ai dit, attends, je vais peut-être venir en Angleterre. Il m'a dit, viens, et puis on va en discuter. Mais lui, tu le connaissais? Ouais, il avait joué avec nous la première année. Après, il est parti en Écosse, 2 ans. Ensuite, Brentford. À l'époque, Brentford, ils étaient en Ligue 1. D'accord, ok. Et dans l'été qui suit, je lui dis vas-y, je vais venir. Et voilà, il m'a accueilli. 2 semaines après, j'avais trouvé mon club. D'accord. Donc en gros, toi tu sais qu'on va pas te renouveler, donc tu penses déjà au futur. Tu penses à lui, enfin, en gros, tu veux parler avec lui parce que tu as attendu qu'il joue à l'étranger et tout. Lui, il t'encourage à venir, voilà. Donc du coup tu viens. Ouais. Et en 2 semaines, tu trouves un club. En 2 semaines. Mais à ce moment-là, c'est lui qui te dit oh, comment ça se passe ta venue? Nous, c'est vrai qu'on avait déjà parlé qu'il pouvait m'accueillir chez lui, etc. Oui, il était bien, il était en Ligue 1, tu vois, il a son salaire, il était à côté du stade, etc. Mais moi, j'ai quand même tenté de le faire sans lui. Je me suis dit, je vais tenter sans lui. À ce moment-là, il y a un mec, c'est une histoire de fou maintenant. Il y a un mec, il me contacte. Jimmy, c'est quoi son nom? Jimmy Adjobivoko, quelque chose comme ça. Il a joué à Lens à l'époque, international béninois. Moi, j'avais des joueurs qui étaient aussi internationaux béninois dans mon équipe. Et j'avais aussi Philippe Durpes qui jouait aussi à Lens. Donc je leur dis ouais, il m'a contacté, il m'a dit ouais, je peux t'emmener à Crinton à l'époque. Et je leur demande si je peux lui faire confiance. Il me dit ouais, je le connais et tout, tu peux lui faire confiance, il n'y a pas de souci. Donc il me dit ouais, ceci, tu vas aller là-bas, il faut que tu m'envoies de l'argent, ceci, cela, pour l'accommodation. Ça va aller. Maintenant, quand il faut recevoir les billets, là je reçois rien. Là je commence à paniquer, je me dis ah c'est chaud. Mais là quand tu fais tout ça, t'es en Angleterre ou t'es en France? Je suis en France encore. Et je veux pas forcément dire à ma mère que j'ai fait ceci, tu vois, je veux pas leur dire. Et il s'avère que je me suis fait arnaquer, tu vois. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. À l'époque, j'ai 24-25 ans. Et tu te dis, putain, déjà Pardon. J'ai plus de club en France. Là, j'ai eu l'opportunité d'aller en Angleterre, mais il s'avère que c'était faux. Et j'en ai discuté avec ma mère, j'en ai discuté avec mon entourage. Et là, c'est là que l'idée du joueur qui a été avec moi qui est revenu. Je l'ai contacté, il m'a dit viens. Il m'a dit viens et on va s'occuper de tout. Donc,
déjà avant de partir, tu avais déjà un petit plan pour partir, mais ce plan-là, bah, on va dire c'est une arnaque. Là, le doute s'installe, mais tu veux quand même partir tenter l'aventure. Il faut le faire, il faut faire ce truc. Voilà, c'était des débuts difficiles, mais voilà, quand tu as quelque chose en tête, même si ça ne marche pas, il faut le tenter. Il faut le tenter, et moi, c'était d'aller jouer en Angleterre. Mais après, ma détermination elle était sky high. Quand je dis sky high, c'est tout l'été, je m'entraînais pour être à fond pour le jour où l'opportunité va se présenter. Et voilà, j'arrive chez mon gars là-bas, Farid El-Laghi, très gros joueur à l'époque, très gros joueur. Il m'explique un peu comment ça se passe en Angleterre. Et là, à ce moment-là, on rencontre un de ses coéquipiers qui, lui, a joué avec Marcus Gale. Marcus Gale, c'était un international jamaïcain qui a fait la Coupe du Monde 98 en France et qui était entraîneur de Staines à l'époque en conférence AF, donc la 6e division. Il me dit relis un email et puis dis-lui que tu vas venir. Je lui envoie un email avec un anglais. L'anglais était compliqué, mais comme il a vu qu'il y avait le nom de l'autre joueur, il a dit viens t'entraîner. Je suis venu m'entraîner. 2 jours après, ils avaient un match contre Aldershot, une équipe de 5e division. Je fais le match et à la fin du match, moi je vais voir le coach de Aldershot parce que je lui avais envoyé un email et je lui ai dit ouais, voilà, je m'appelle Stéphane, je vous envoie un email, est-ce que vous pouvez vérifier parce que moi ça m'intéresserait de venir chez vous. À cette époque-là, j'avais un peu de culot quand même. Et le coach, Marcus Gale, il a vu ça. Ils m'ont enfermé dans une pièce. Ils m'ont dit on signe. Ah ouais? On signe, tu veux quoi? Et ça s'est passé directement comme ça. Ça, c'était 2 semaines après que je suis arrivé. Donc ça veut dire 2 semaines après, je trouve un club de D6. D6, qu'on va rappeler, c'est le plus haut niveau de semi-pro en Angleterre. Le deuxième. Le deuxième, pardon. Et là, ils te disent, on te signe. Et ils te disent, tu veux quoi? Et toi, qu'est-ce que tu demandes du coup à ce moment-là? À ce moment-là, moi, je suis déjà dans mon délire que, ok, mon pote m'héberge chez lui, mais je ne peux pas rester chez lui. En France, en CFA, là-bas, j'habitais tout seul. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais moi, je commence déjà à lui dire, tout dépend du salaire que vous allez me donner, parce qu'il faut que je me loge. Il faut que je mange. Je ne peux pas continuer à vivre chez quelqu'un, tu vois, c'est pas ça le but. Donc il me dit rentre chez toi tranquillement, va discuter, va réfléchir avec ton pote et tu reviens vers moi. J'explique la situation à Farid. Il me dit bon, demain matin je vais à l'entraînement, je vais parler avec les gars de l'équipe et je vais leur demander comment ça se passe, niveau salaire, etc. Et on voit ça après. Le lendemain, il y va, et pendant qu'il y va, moi, je reçois un email du coach. Alors, c'est comment et tout, tu veux signer? Moi, je me dis, je ne peux pas le faire attendre. J'ai été impatient et direct, je lui dis, je veux 2000. Je veux 2000 par rapport au loyer, par rapport à tout ça, par rapport à la France. Il me répond tout de suite. Je crois que tu ne te rends pas compte de l'opportunité qu'on me présente, blablabla, all the best. Yeah. J'ai dit attends. Je commence à lui envoyer un message, je lui envoie un email, il répond pas. Mon gars il revient, me dit ouais et tout. Je crois que j'ai fait une bêtise. Il m'a dit quoi? Ouais, j'ai répondu, je lui montre l'email. Ah là, il a dit je t'ai dit d'attendre, etc. Voilà. C'était compliqué. À ce moment-là, je devais rentrer en France parce que je devais gérer quelques papiers. On essaie d'appeler le coach, aucune nouvelle. Le lendemain, je repars en France et là, je dois en avoir un dernier email. Je lui dis, coach, oublie tout ce que je t'ai dit, faites-moi une proposition. J'en parle à ma famille, j'en parle aux joueurs en CFA, au Mantin. Ils me disent, écoute, tu t'en fous de l'argent, juste vas-y. Et là, de samedi à mardi, j'entends pas une nouvelle de lui et je reçois un email mardi maintenant. On me propose 150 à la semaine. 150 à la semaine, c'est compliqué. Hein. En Angleterre, tu ne peux pas vivre.
Très difficile. Mais cette fois-ci, je ne réponds pas. Je demande à tout le monde, qu'est-ce que je fais? Et là, tout le monde me pousse. Tout le monde me pousse. Farid, il me dit, vas-y, viens à la maison, t'inquiète. Et après, tu vas gérer. Je lui envoie un message, j'envoie un email, je lui dis, c'est bon, j'accepte l'offre. Par contre, je reviendrai dans 2 semaines parce que j'ai des trucs à régler. Il me répond, il me dit, bienvenue à Staines. C'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord, vraiment belle histoire. Et surtout, ça montre le côté en Angleterre de culot, quoi. En vrai, en France, je pense pas que. Surtout les clubs de CFA, CFA2, à ton époque surtout, accueillir quelqu'un comme ça, dire tu veux combien, te faire signer par la suite, et du coup, tu restes combien de temps dans ce club? Je suis resté 2 saisons. 2 saisons? Ouais, 2 saisons. Ça se passe bien? Ouais, t'as vu. Bon, on va essayer d'expliquer un peu comment ça se passe en Angleterre. Il y a des gens qui ne savent pas, parce que c'est pas si facile que ça, je vous le dis. Moi. Il y a 2 sortes de contrats. Le premier contrat, c'est un contrat normal. Tu vas signer de telle date au 30 juin. Et il y a non, pas le 30 juin, c'est plus à la fin de la saison, donc c'est en avril, mai. Et mai, seulement s'il y a les playoffs. Donc voilà, à l'époque, je signe jusqu'en avril. Enfin, pardon. Il y a le contrat normal et il y a le non-contrat. Et là, je signe un non-contrat qui est jusqu'en avril. Le problème du non-contrat, c'est qu'à tout moment, tu peux te jouer. Exactement. Tu peux partir toi quand tu veux, mais eux aussi peuvent te virer quand ils veulent. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je signe ce contrat-là. Et ce qui se passe, c'est que les premiers matchs, je ne peux pas jouer à cause de l'international clearance. Qui est comme on va dire une licence en France. Voilà, c'est un droit du travail. Un droit du travail. Et moi, ça a pris 4 matchs avant que ça vienne. Et à l'époque, je jouais arrière droit. Et comme ils ont vu ma taille, 1m88, 6'2" en anglais, ils m'ont dit on va te mettre au milieu. Ils m'ont mis au milieu. Et depuis, j'ai pu bouger. Après 9 matchs, il m'appelle, il me dit il faut que tu viennes en urgence. Je vais là-bas, il m'enferme encore dans une salle. Et là, il me pose sur la table 2 ans de contrat. 2 ans de contrat et augmentation de salaire. Donc, je passe de 150 à 250. Et la 3e saison, 300 par semaine. Ça va, elle est belle. À ce moment-là, moi, je réfléchis pas, tu vois. Je me suis dit, t'as vu, c'était compliqué. Même si je vivais plus chez mon pote à ce moment-là, je suis parti chez ma cousine. Je me dis, c'est pas négligeable. Je vais prendre cette offre-là. Donc, j'ai pas réfléchi, j'ai signé. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y avait là les clubs qui étaient intéressés. Eux, ils savaient qu'en fin de saison, en lui faisant signer ce contrat-là, vous êtes bloqué. On peut le vendre. C'est ça, leur but, c'est ça. C'est pas l'histoire de bloquer. C'est plus, on te vend, comme ça nous rapporte des sous. D'accord, ok. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc, première saison, ça s'est bien passé. On a fini 8e. Pour un club comme Staines, qui maintenant, je crois, il n'existe plus, parce qu'il y a eu des galères récemment. C'était un miracle. C'était un miracle. Et on a fini à 8 points des playoffs. Et une grosse saison. On m'appelait le Patrick Vieira de mon ligue à l'époque. Ouais. On avait joué en FA Cup justement contre mon gars Farid Elaghi qui lui jouait à Brentford. Donc Staines contre Brentford, League One contre Conference South. C'était exceptionnel pour nous deux, tu vois. On vivait ensemble et tout, et puis on jouait l'un contre l'autre. Sur un terrain, c'est une belle histoire en tout cas. Une belle histoire. C'est une belle histoire. Et du coup, bon là, tu es en mode foot. Foot. Et là, moi je sais, tu te blesses. Après, voilà, c'est les choses de la vie. Je sais pas, là, par exemple, la manière dont je m'assois, avec cette jambe-là, je peux la bien appuyer. Celle-là, elle est obligée de rester comme ça, parce que physiquement, je peux pas faire plus. Je me blesse après le Covid. En gros, après le Covid, j'avais décidé d'arrêter, parce que ça faisait déjà 8-6 ans que j'étais ici. J'avais plus trop l'envie, parce que voilà, il y a d'autres choses dans la vie que le foot. Mais je décide quand même de finir une dernière saison où là, je vais tout donner. Je
je vais être le mentor encore pour les jeunes de mon équipe, parce que bon, j'ai pris de l'âge, et faire cette dernière saison, tu vois. Premier match de pré-saison que je fais avec l'équipe, je me blesse à la cheville. Je suis out pendant 2 mois. Donc je fais ma rééduque tout seul. En tant que personnel trainer, moi c'est bon, il n'y a pas de souci. Et là, on nous fait faire un match amical pour que je reprenne du temps de jeu. À la 85e minute, après ces 2 mois de convalescence, sur une accélération, un joueur et moi, on va épaule contre épaule. On tombe tous les deux au sol, c'est même pas un tacle ou quoi que ce soit, on tombe tous les deux au sol. Et pendant que je suis en train de glisser au sol, je regarde mon genou et là je le vois de cette position passer ici. Moi qui sors de blessure, de 2 mois de blessure, j'arrive et là je vois mon genou faire ça. J'ai dit ah ça y est, c'est plus. Et là il n'y a plus de force, je peux plus me lever, plus rien. Dans ma tête il y a trop de choses qui se passent. Et voilà. On m'emmène à l'hôpital, on me dit que c'est comment on dit, c'est juste luxé. 6 jours après, on me dit de revenir. Et là, on m'annonce la nouvelle qu'en fait, c'est pas luxé, que c'est le tendon qui s'est cassé, qui s'est brisé en fait. Donc c'est la même blessure que Ronaldo, le Brésilien. D'accord. Et là, ça change ta vie, quoi. Ça change ta vie. Et puis l'opération, elle a été directe. C'est même pas on m'a préparé quoi que ce soit. Il me dit c'est une opération d'urgence. On est là aujourd'hui, on est en mars 2023. Ça fait 17 mois. J'ai toujours pas repris le foot parce que je peux plus. Je vois. Mais là, à ce moment-là, dans ta blessure, t'es en mode foot, mais à côté tu fais quelque chose ou... Ouais, j'ai commencé le personal training, le coach sportif. Après 2 saisons ici, je me suis dit, c'est bien, je suis semi-professionnel, je vis du foot, c'est bien, mais je ne suis pas professionnel. Il faut commencer à la suite. J'ai 26 ans, 26, 27 par là. Je me suis dit, il faut commencer à penser à la suite. J'avais commencé à taffer dans des écoles un peu, faire de l'after school club. C'est comme si c'était des études en fait, mais on faisait des activités avec les enfants. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, il me fallait quelque chose d'autre. Et là, j'ai découvert que je pouvais faire personal trainer. Et depuis 2017, je suis personal trainer. Dans la salle où on est actuellement. Dans cette salle même. Franchement, très grande salle. Franchement, je sais pas il y a combien d'étages là, mais c'est une salle de gueule. Et du coup, quand tu te blesses, là dans ta tête, t'es comment là? C'est le flou. Toute ma vie, j'ai été sportif. J'ai commencé à 8 ans. Et j'arrive, j'ai 32 ans. Et toutes mes activités sont sportives. Le coach sportif et le football. Je ne peux plus rien faire. Je suis allongé à la maison pendant 2 mois, 3 mois, et je ne peux plus bouger. Et là, est-ce que là tu penses à rentrer en France? Tu veux rester ici? C'est compliqué. Il y a trop de choses qui se passent. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas le dire, mais on passe par une phase mentale difficile. Et c'est là que moi, je suis tombé en dépression. En dépression parce que voilà, c'est toute ma vie. Le sport, c'est toute ma vie. Même pas seulement le foot. Le foot, ça m'a emmené ici. Mais j'ai connu que ça. Et puis tu te dis que ça y est, ta vie, elle s'arrête carrément. Tu vas remettre ta vie en question parce qu'en gros, on t'enlève ce que tu fais tous les jours, en gros, ton quotidien. Exactement. Et là, tu te poses des questions. Et là, du coup, bon, pour toi, je pense que là, tu te dis le foot, c'est fini. Parce que moi, quand je t'ai connu, c'était avant ta blessure, je te parlais, tu étais déjà en mode je joue pour jouer. Et moi, je disais, mais quand même, Stéphane, parce que j'entendais parler de toi, je me disais, mais Stéphane, continue, tu vois, sachant qu'en Angleterre, et qu'ils font pas attention à l'âge, dans des petits niveaux, tu peux prendre des bons billets, tu vois. Donc, là, tu dis le foot, c'est mal, et en gros, tu veux te concentrer que sur le personnel trainer. Ouais, je commençais à me dire ça, parce que moi, mon business, il a toujours bien marché. Au niveau personnel trainer, ça a toujours bien marché. Je me suis dit à ce moment-là,
est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au foot tous les week-ends? Parce que en semi-pro, la vie, elle est pas facile. C'est vrai qu'on est content parce que c'est pratiquement pas un métier. C'est un loisir, mais c'est ta passion. Tu fais ça tous les week-ends, mais entre-temps, il y a beaucoup de trucs. Il y a les voyages par-ci, par-là. Il y a, tu dois aller jouer le mardi soir, je sais pas où, il caille de ouf. Le mercredi matin, tu dois être au taf à 6h du matin, tu vois. C'est pas comme si on était pro. Les pros aussi, ils ont leur haut et leur bas, mais leur compte en banque, il n'est pas pareil, tu vois. Ils n'ont pas besoin d'aller se lever à 6h du matin pour aller charbonner au taf. Il y en a, on les connaît, c'est des constructeurs. Hein. Et au bout d'un moment, ça use le corps, ça use mentalement. Et moi, pourtant, ces dernières années, tout allait bien. Entre la FA Cup, là où j'ai eu mon trophée homme du match, j'ai eu la chance d'avoir ce trophée donné par Martin Keown, la légende d'Arsenal. Tout allait bien. Mais au bout d'un moment, mentalement, ça fatigue. Et puis, je me dis, voilà, il faut que je change. Quand la blessure arrive, après la phase de dépression, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de différent. J'ai toujours été actif. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à mixer, à être DJ. Donc j'ai investi. Et le troisième plan de carrière a commencé. D'accord. Je vais m'enlever le sujet. J'allais dire qu'en plus de personal trainer, tu t'es mis à mixer. Exactement. Chez les Congolais, la musique, c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose. Ouais, nous les Africains, on est bercés dans la musique. On aime trop ça. Voilà, on aime ça. Et moi, j'ai toujours été dans le social. Le foot, tout ça, c'est coordonné. C'est coordonné. C'est pas seulement la manière de jouer, etc. C'est aussi le rapport que tu as entre tes coéquipiers, tu le sais très bien, les managers, le staff, mais le plus important, les fans. On a des fans, il faut leur faire plaisir. C'est ça aussi. C'est eux qui viennent et qui mettent de l'argent. Cet argent est investi pour nous payer. Il faut leur faire plaisir. Deuxième partie, moi je suis ici à la salle. C'est pareil, tout est dans le social, il faut faire plaisir aux gens. Il faut faire plaisir aux gens, plus que se faire plaisir à soi-même, mais pas leur faire plaisir. Moi, j'y trouve mon bonheur. Donc, avec ça, j'ai décidé d'apprendre à mixer. Et je vais pas te mentir, franchement, ça se passe bien. Ça fait un petit peu moins d'un an là que je suis dans le business et j'arrive à gérer la salle et DJ. Et l'événementiel. Parce qu'il y a aussi ça en plus, parce qu'il y a encore une casquette en plus. Personal trainer, DJ et l'événementiel. Donc ton dernier événement qui était samedi. Qui était nickel, j'ai été là, j'ai assisté. Je dis pas ça parce qu'il est là. Événement carré. Allez suivre sur Insta, on va tout mettre là. Tout de suite là, regardez. Bam, voilà, c'est fait. Je te laisse expliquer ton événement, ton projet, comment il est arrivé, comment il est né et même comment l'idée t'est venue. Comment l'idée m'est venue, c'est que voilà, j'ai la chance d'ici d'être entouré de 5 à 6 000 personnes. J'ai 5 à 6 000 personnes, mais dans ces 5 à 6 000 personnes, il y aura toujours un groupe de 50, entre 50 et 100 personnes qui vont me suivre partout où je vais aller. C'est la chance que j'ai. Plus le foot, il y a des gens aussi qui vont me suivre. À ce moment-là, moi, j'ai commencé à mixer et je me suis dit, je peux mixer pour les autres, mais pourquoi pas aussi ramener ma communauté à moi. Et de là, on a commencé à créer avec des amis à moi, Rachel et Razak, qui viennent actually de s'engager en tant que couple. Donc je leur souhaite mes félicitations. Félicitations à vous. On a décidé de créer Rec Party, qui a commencé l'été dernier. Le concept, en gros, c'est de donner la force
à des jeunes artistes et jeunes talents, que ce soit dans la mode, dans la musique ou autre domaine. On leur donne une vitrine qui viennent exposer leurs projets en face de certaines personnes. Nous, en même temps, on fait la musique avec des DJ qu'on a ramenés de France cette fois-ci, plus moi et d'autres d'ici. Et dans une ambiance chaleureuse, caribéenne, afro, reggaeton, on essaie de mélanger toute cette communauté pour faire ce projet-là. Et samedi, c'était déjà la 3e édition. Et on pense déjà à la prochaine édition qui sera sûrement en mai. Sûrement en mai. Donc la prochaine édition en mai, les Français de Londres, les Français de France, les Anglais, tout le monde, venez. Je vous le dis, venez. J'ai assisté samedi. Bon, je devais faire un speaker, mais ça c'est pas passé comme prévu. Mais très très bon événement. Et ce que j'ai aimé dans l'événement, c'est le côté social où tout le monde parle à tout le monde. Tu vois. En France, je pense pas que je peux faire un événement similaire. Toi qui es ici depuis longtemps maintenant, Ouais. comment tu le vois? Comment en Angleterre tu arrives à, toi français, tu n'es pas ici, tu arrives à réunir plusieurs communautés et à les mélanger, alors que nous, Français, en France, chez nous, on ne peut pas faire ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai été intelligent, où j'ai décidé de ne pas rester seulement avec les Français. J'ai décidé de m'intégrer à la ville de Londres. Et malgré que je sois français et parisien, et que je sois ici depuis longtemps, je peux avoir la nationalité anglaise, mais je me considère beaucoup comme londonien. Londonien. Et ce truc à Londres, c'est qu'il a ce côté melting. C'est quoi, melting pot? Melting pot. Melting pot. Voilà. Ce côté melting pot de Londres, moi je l'ai compris dès le début. C'est-à-dire que pour parler anglais, etc., il va falloir s'ouvrir aux gens. Et s'ouvrir aux gens, c'est aller dans les pubs, aller dans les bars, etc. Mais pas que. Ici à la salle aussi, il y a de tout, toutes les nationalités, et il faut s'accommoder. Et j'ai compris ce truc-là, ce qui fait que j'ai réussi à ramener toute une communauté autour de moi. On va pas s'arrêter là. En tout cas, j'espère que c'était le meilleur pour la suite. Mais à titre comparatif, est-ce que ton expérience, ton vécu que tu as eu ici, tu penses que tu aurais pu l'avoir en France? Je pense pas. C'est vrai qu'on est très, très ouvert quand on commence à venir ici. En France, on a un petit peu cette mentalité fermée. Peut-être que les choses ont changé. Ça fait 10 ans que je suis parti. Ça a sûrement changé. Et j'espère que ça a changé. J'espère aussi. Et du coup, c'est quoi la suite de tes projets? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Stéphane? Bon, j'ai réfléchi un peu. Il y a encore un truc qui va se rajouter? Je vais peut-être tenter de retourner au foot. Je vais peut-être tenter, tu vois. Toi, tu dis pas tout, toi! Je vais peut-être tenter de retourner au foot, mais t'as vu, on sait jamais. Mais voilà, il va falloir que je reprenne l'entraînement tout doucement. D'accord. On va voir si je peux ou pas. Après, je pense pas que je serai au même niveau qu'avant. Mais bon, si je peux au moins retourner à l'entraînement déjà, on va prendre les choses petit à petit. On va continuer avec partie. Et puis le coaching, hein, et on verra. En tout cas, j'espère que la prochaine tu seras là, bien comme il faut. Moi, je suis là tout le temps maintenant. Officiellement, je suis là tout le temps avec un niveau d'anglais amélioré. Ouais. Voilà. Parce que je tiens à préciser qu'à la base, je devais faire speaker. Mais vu que mon niveau d'anglais n'est pas très performant, je ne voulais pas gâcher la fête, donc je me suis retiré. Mais franchement, c'était une très bonne soirée. On mettra tout dans la description, le compte Insta perso à Stéphane. Vous irez voir les parties, sa jeune carrière, enfin, sa carrière, pardon, excusez-moi. Et voilà, et du coup, Stéphane, là, le mot de la fin, si tu devais décrire ton aventure en un mot, ah non, ce serait quoi? Fantastique. Fantastique, Fantastique. hein? Fantastique et crazy. Crazy. Ouais. En tout cas, Stéphane, merci. Je tenais vraiment à faire cet épisode avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Et en off, on va parler de football, parce que même moi, hein. Merci mon gars. Imaginez une taf, abonnez-vous, likez, suivez les gars, c'est du lourd, je vous le dis. Lâchez pas. Waouh. Mon gars.